Bonjour, je m'appelle Philippe Trichet, je suis formateur à l'IRA, spécialiste en instrumentation, régulation, contrôle avancé. Je vais vous présenter une boucle de régulation où je vais insister sur le bon choix de l'instrumentation, en particulier des vannes de régulation. La boucle de régulation que j'ai pris comme exemple, elle est derrière moi, c'est une boucle toute simple de régulation de température qui comprend une sonde de température, une vanne de régulation et bien sûr, entre les deux, ce qu'on appelle le cœur du procédé, un échangeur thermique. Le choix de l'instrument de mesure, en l'occurrence de la sonde de température, de même que la vanne de régulation, n'est pas sans incidence sur le comportement de la boucle de régulation. Si on veut avoir une boucle de régulation performante, qui maintient, dans la mesure du possible, la mesure au plus près de la consigne, eh bien, il faut faire très attention, aussi bien au choix de la sonde de température qu'au choix de la vanne de régulation. Le procédé vu par un régulateur, il comprend le cœur du procédé, un échangeur thermique. Donc là, sur ma diapo, vous avez un échangeur à calandre et faisceau tubulaire. Sur nos bancs de travaux pratiques, on utilise des échangeurs à plaques qui fonctionnent à contre-courant. Ça, c'est le cœur du procédé. Mais ce qui fait aussi partie du procédé tel qu'il est perçu par le régulateur, c'est aussi l'instrument de mesure, la sonde de température et la vanne de régulation. Ici, vous avez une vanne de régulation à cage. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'une vanne à cage, j'ai pris les internes d'une autre vanne à cage. Donc, dans une vanne à cage, vous avez le clapet qui a une forme cylindrique et qui coulisse à l'intérieur de ce qu'on appelle la cage qui est elle-même perforée. Donc, lorsque le clapet descend à l'intérieur de la cage, il vient obturer les orifices pratiqués dans la cage. Eh bien, sur cette vanne, la répartition des orifices, elle n'a pas été faite de manière aléatoire. Elle a été étudiée pour faire en sorte que, compte tenu du circuit où la vanne va être installée, le débit qui traverse la vanne varie linéairement en fonction de son pourcentage d'ouverture. Donc voilà un exemple technologique. Sur la grosse vanne que vous avez là, donc qui est une vanne à cage, la cage est ici, elle a été découpée. Alors elle n'est pas percée d'orifices cylindriques, elle est percée d'orifices présentant un profil particulier pour obtenir la bonne caractéristique intrinsèque souhaitée adaptée au procédé. Ici, vous avez des clapets à jupe fendue. Ces deux clapets ont exactement le même diamètre. Ils vont donc être utilisés avec le même siège. Mais si on regarde de près, eh bien, ces deux clapets n'ont pas le même profil, ils n'ont pas été découpés de la même manière. Et donc, il va donner au circuit une caractéristique installée différente. Qu'est-ce qu'on appelle la caractéristique installée ? C'est l'évolution du débit en fonction du pourcentage d'ouverture de la vanne. Une vanne de régulation, elle comporte typiquement 3 éléments. Vous avez ce qu'on appelle le corps de vanne. Le corps de vanne, c'est la partie au travers de laquelle s'écoule le produit, avec son ensemble siège-clapet. Et vous avez aussi l'actionneur de la vanne. L'actionneur de la vanne, c'est la partie motrice, donc qui permet de manœuvrer le clapet et de l'éloigner plus ou moins du siège. Et le troisième élément, c'est le positionneur. Ce qui participe à la dynamique de la vanne, c'est l'ensemble actionneur plus positionneur. Et une vanne, en fait, dans la mesure du possible, ne doit pas ralentir l'ensemble du procédé tel qu'il est perçu par le régulateur. Donc il va falloir faire attention à la dynamique de la vanne. Pour les procédés lents, on peut accepter des vannes qui manœuvrent lentement, mais pour des procédés qui répondent rapidement, on a intérêt à utiliser des vannes qui manœuvrent rapidement. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des actionneurs ne sont pas électriques mais pneumatiques, parce que les actionneurs pneumatiques permettent aux vannes de manœuvrer plus rapidement. En ce qui concerne l'instrument de mesure, ici une sonde de température, ce
qui compte, c'est son temps de réponse. Ce qui compte, c'est sa dynamique. Donc là aussi, si on a un souci de dynamique, on a intérêt à avoir un temps de réponse court. Et le moyen sur nos températures d'avoir un temps de réponse court, c'est d'avoir une gaine la plus fine possible. Alors ça, c'est contraire à la tenue mécanique, bien sûr, de la sonde. Et il faut souvent trouver un compromis entre tenue mécanique et temps de réponse. Mais si vraiment on veut optimiser les performances de la boucle de régulation, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de diminuer le temps de réponse de la sonde en utilisant des sondes à gaine longue et fine. Il y a aussi une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est à la propreté du signal de mesure. Un signal de mesure qui est bruité va nuire à la qualité de la régulation, va forcément amoindrir les performances de la boucle de régulation. Donc là aussi, si c'est possible, on a intérêt à choisir des technologies qui génèrent des signaux de mesure qui sont peu susceptibles d'être bruités. Par exemple, en mesure de température, vous avez typiquement deux choix possibles, soit les sondes à résistance, soit les thermocouples. Eh bien, les sondes à résistance donnent des mesures plus propres que les thermocouples. Donc, dans la mesure du possible, on a intérêt à choisir des sondes à résistance, de ce point de vue-là du moins. Les stages que l'on anime en instrumentation et régulation peuvent être très poussés. Ils s'adressent donc à un public d'ingénieurs. Et on explique aussi bien les fondamentaux de la régulation que des techniques de régulation très poussées que l'on utilise sur nos différents bancs de régulation de température, par exemple, dans notre salle de travaux pratiques.